La donna immobile, qual più al vento, muta d'accento e di pensiero. Le géant Luciano Pavarotti, c'est le ténor mythique du XXe siècle. 100 millions de disques vendus, une voix unique portée par une carrure plus qu'imposante. Pour nous parler du phénomène Pavarotti, nous avons rencontré Nicolas Joël, le directeur de l'Opéra national de Paris qui l'a souvent mis en scène, et Stéphane Grant, producteur à France Musique. On va dire qu'il y a eu deux grands ténors qui ont marqué l'histoire de l'opéra au XXe siècle, autant par leur voix, par leur présence, par leur surface médiatique, j'allais dire, leur surface physique et leur surface médiatique. Mais c'est Enrico Caruso au tout début du XXe siècle. Et puis dans cette lignée immédiate des grands ténors italiens, c'est Luciano Pavarotti qui a fait ses débuts dans les années 1960, dont la carrière a vraiment littéralement explosé dans le milieu, la fin des années 60 et les années 70, et dont on peut dire qu'il est devenu une star absolument mondiale. Luciano Pavarotti débute sa carrière en 1961 en interprétant La Bohème de Puccini. Il deviendra d'ailleurs son opéra fétiche. Puis il est repéré par le chef d'orchestre Herbert von Karajan, particulièrement touché par sa voix solaire et claire. C'est une voix qui est extrêmement harmonieuse et homogène sur l'ampleur de la tessiture, c'est-à-dire qui est extrêmement bien assise dans les graves, qui a un médium magnifique, un aigu absolument solaire, hein, ça c'est le soleil dans la voix qu'évoquait un grand chef d'orchestre du XXe siècle qui s'appelait Carlos Kleiber, qui a souvent dirigé Pavarotti dans des représentations par exemple de la Bohème qui sont restées également célèbres. C'est le roi du contrut, Luciano Pavarotti. Le contrut, c'est la note la plus aiguë que le ténor peut et doit atteindre dans sa tessiture de voix de ténor. Il y a un opéra en particulier dans lequel le ténor doit aligner dans un air 9 contrutes successifs. C'est La fille du régiment de Donizetti. Et Luciano Pavarotti, il a fait ça d'une façon absolument spectaculaire un soir d'une représentation au Metropolitan Opera de New York. Je crois qu'il y a eu quelque chose comme 15 ou 20 minutes d'applaudissements. Il prononçait extraordinairement bien les textes de ce qu'il chantait. Quand nous avons fait Aïda ensemble quelques années plus tard, je l'ai entendu donner des cours de chant et il donnait principalement des indications sur le texte. Les qualités vocales de Pavarotti, le bon vivant, sont telles qu'elles font très vite oublier sa belle corpulence et ses empêchements scéniques. C'est pas quelqu'un à qui on pouvait demander de se mouvoir extrêmement rapidement. Toute l'interprétation, l'expression du personnage passait par le chant chez lui, beaucoup plus. Cela dit, il avait une présence physique magnétique qui faisait que quand il entrait sur scène, c'est comme si on allumait 20 projecteurs sur lui. Si les préférences de Luciano Pavarotti vont vers les rôles de bel canto, les opéras de Puccini et Verdi, c'est parce que le ténor a toujours été très prudent dans ses choix de carrière. Il se refuse de chanter l'opéra français, il se refuse de chanter l'opéra allemand, parce qu'il considère qu'il n'en maîtrise ni la langue, ni vraiment le style. Alors on peut dire effectivement que le répertoire il est relativement restreint, mais on peut dire aussi que c'est un ténor qui se sera employé dans le meilleur de lui-même et dans le meilleur des rôles qu'il maîtrisait pour lui, pour sa voix. Après le succès fou des trois ténors en 90, Luciano Pavarotti se frotte à la pop et au rock dans des duos osés avec James Brown, Céline Dion ou Elton John. C'est une façon aussi, quand même, il faut lui reconnaître ça rétrospectivement à Luciano Pavarotti, comme ça, dans des grands concerts où on mélange l'opéra, la pop, la variété, de temps en temps, d'y faire entendre les grands tubes du répertoire de l'opéra, et peut-être d'attirer au monde de l'opéra un public qui n'y serait jamais venu.